En quelques semaines, 15 600 détenus deviennent soldats. Un pays que l'on disait épuisé hier convertit soudain la saturation carcérale en levier de sécurité, non par un grand discours, mais par une décision administrative brève qui déplace des hommes, des cellules vers les casernes et oblige villages, marchés et routes à retester la confiance, pendant qu'au dehors, le Sahel, habitué au pronostic d'échec, réapprend à lire le Burkina Faso. Qu'implique ce pari pour chacun? Et pourquoi Ibrahim Traoré sert de pivot? Une souveraineté neuve apparaît, mais reste encore fragile. Ce récit fait une promesse, simple mais exigeante. Expliquer comment une mesure administrative courte, presque invisible, a pu reconfigurer à la fois la sécurité intérieure, l'économie locale et la cohésion sociale d'un État longtemps perçu comme fragile. L'enjeu pour le lecteur est concret. Comprendre un mécanisme réel, transposable ou non, plutôt qu'adhérer à un récit héroïque ou le rejeter par réflexe. Car derrière l'image spectaculaire de détenus devenus soldats, se cache une question plus large. Que se passe-t-il lorsqu'un État décide de transformer ses marges en instruments centraux de souveraineté? À première vue, les bénéfices semblent évidents. Territoire reconquis, circulation rétablie, confiance partiellement restaurée. Mais cette apparente clarté dissimule un risque majeur que beaucoup sous-estiment. Encore, si un seul maillon cède, discipline, encadrement, acceptation sociale, l'ensemble peut basculer, transformant une réussite en précédent dangereux. C'est précisément cette tension entre efficacité immédiate et fragilité structurelle qui donne à la décision portée par Ibrahim Traoré son caractère décisif. Et c'est là que tout commence réellement. Un premier basculement apparaît dans un chiffre qui inverse toutes les lectures antérieures. 92% du territoire auparavant sous pression armée sont reconquis en moins de 2 ans. Cette donnée ne surgit pas d'une offensive spectaculaire, mais d'un enchaînement administratif précis qui relie sécurité, justice et économie dans un même mouvement. Le chiffre agit comme un révélateur, car il oblige à relire ce que l'on croyait figé dans le Sahel. Pour comprendre cette bascule, il faut revenir à l'état initial du pays. Le Burkina Faso était décrit comme un espace épuisé, marqué par des attaques récurrentes, des villages désertés et des prisons saturées de délits mineurs. Les interventions étrangères se succédaient, chacune promettant la stabilisation, chacune laissant derrière elle davantage de dépendance et de désillusion. La peur s'était installée comme une routine sociale, et l'État semblait courir derrière un territoire qui lui échappait. C'est dans ce vide structurel qu'Ibrahim Traoré introduit un pivot inattendu. Plutôt qu'une doctrine diplomatique ou une réforme constitutionnelle, il engage une action directe, articulée autour d'un principe simple. Chaque fragilité doit devenir une fonction. La réforme pénitentiaire n'apparaît donc pas comme une improvisation isolée, mais comme le dernier maillon d'une chaîne déjà engagée. Reconquête du terrain, restauration de la cohésion sociale, affirmation d'une souveraineté longtemps fragilisée. L'intégration massive des détenus devient alors un axe central. Elle soude des forces disponibles, réduit une pression carcérale chronique et redéfinit la manière dont l'État exerce son autorité. Ce déplacement de rôle modifie en profondeur la relation entre citoyens et institutions. La justice cesse d'être uniquement punitive pour devenir productive, et cette requalification change la lecture du pouvoir étatique. La question posée dès l'ouverture trouve ici son premier élément de réponse. Si une société peut convertir ses marges en levier, elle redessine ses propres limites. Le pari commence à produire ses premiers effets visibles. Les premiers signes tangibles de la réforme ne se manifestent pas dans les états-majors, mais au niveau du quotidien, là où la sécurité se mesure d'abord par des gestes simples. À Koudougou, un agriculteur observe le retour d'une patrouille composée de soldats réguliers et d'anciens détenus. L'instant n'a rien de solennel. Un salut respectueux, un échange bref,
et la tension qui dominait depuis des mois se relâche. Ce détail, presque banal, devient un repère temporel. La discipline nouvellement acquise modifie l'atmosphère sociale avant même de transformer les statistiques. Un second cas éclaire cette dynamique à Ouagadougou. Une mère reconnaît son fils au sein d'une unité de surveillance de quartier. Ancien détenu pour une rixe de marché, il supervise désormais l'espace même où il avait fauté. Elle ne parle ni de miracle ni de pardon, mais d'un devoir rendu. L'expression circule, reprise par d'autres familles, et révèle un glissement progressif du regard collectif, du stigmate vers l'utilité. Ces microcas servent de boussole analytique. Ils montrent que la cohésion sociale précède souvent la consolidation sécuritaire et que la confiance se reconstruit dans l'interaction répétée, non dans les annonces officielles. Les familles observent, hésitent, puis s'adaptent. Les communautés testent de nouvelles formes de solidarité, parfois prudentes, parfois affirmées. Sous l'impulsion initiale donnée par Ibrahim Traoré, cette transformation humaine devient un indicateur précoce. Avant même que les cartes militaires ne changent, les relations sociales se réajustent. Quand la peur recule, la cohésion commence à réapparaître. Avant la réforme, le Burkina Faso semblait enfermé dans une inertie sécuritaire. Les attaques rythmaient l'actualité. Les axes restaient coupés et les prisons concentraient une population majoritairement issue de délices de survie. Puis vient le point de bascule. La signature d'un décret bref, 12 lignes à peine, marque l'activation du processus. Le texte, porté par Ibrahim Traoré, ne promet ni rédemption morale ni amnistie générale. Il opère un déplacement fonctionnel. Certains détenus ne sont plus destinés à l'attente carcérale, mais à un service armé encadré. L'État passe d'une logique de gestion passive à une logique d'affectation active. L'effet initial est un choc administratif. Dans les heures qui suivent, les directions pénitentiaires dressent des listes ciblées, vol alimentaire, rixes de marché, infractions mineures liées à la précarité. 15 600 noms émergent, concentrés dans quelques centres urbains. Les portes s'ouvrent sans mise en scène. Les hommes ne sont pas blanchis de leur passé. Ils sont redéployés. Cette nuance est essentielle, car elle fonde la discipline future sur l'obligation plutôt que sur l'oubli. Puis vient l'apogée opérationnel. À Pau, centre d'entraînement stratégique, les premières unités prennent forme. Les journées commencent avant l'aube, rythmées par des marches longues, des exercices collectifs et une formation idéologique axée sur l'histoire nationale et le devoir civique. Les instructeurs observent un phénomène inattendu. Des recrues qui, ayant déjà tout perdu socialement, s'attachent avec une intensité particulière à la structure imposée. La rigueur devient un repère. Le passé carcéral se transforme en motivation silencieuse. Les observateurs étrangers, présents en nombre limité, peinent à concilier cette rapidité de transformation avec les grilles d'analyse habituelles. Ensuite apparaissent les rémanences sociales. Dans les villages, la présence des unités mixtes modifie progressivement les comportements. Les marchés rouvrent sur certains axes, les déplacements reprennent, et les familles réinvestissent des espaces qu'elles avaient désertés. Les discussions changent de tonalité. Là où l'on réclamait hier des peines exemplaires, on demande désormais de la protection et de la continuité. Les anciens détenus possèdent une connaissance fine des sentiers, des caches et des habitudes locales des groupes armés. Ce savoir, autrefois stigmatisé, devient un avantage tactique mesurable. Au fil de cette séquence, une ligne directrice se dessine. La réforme ne fonctionne pas par miracle, mais par enchaînement cohérent. Chaque étape prépare la suivante. Sous la conduite d'Ibrahim Traoré, l'État expérimente une mécanique où la vulnérabilité cesse d'être un poids mort pour devenir un levier. Le processus reste fragile, mais il a quitté le stade de l'hypothèse pour entrer dans celui de l'expérience vécue. Pour comprendre la réforme,
Il faut quitter le registre du récit et regarder l'écart entre la situation de départ et ce qui change après la décision. Avant la décision, le Burkina Faso faisait face à une accumulation de contraintes mesurables. Insécurité persistante, pression carcérale élevée et économie rurale paralysée par la peur. Après l'intégration des 600 anciens détenus dans des unités encadrées, 3 indicateurs suffisent à décrire la rupture sans recourir à l'exagération. Un premier indicateur est une baisse de 37% des attaques armées sur l'ensemble du territoire concerné. Avant la réforme, les groupes armés disposaient d'une liberté de mouvement importante, exploitant des routes secondaires et des zones forestières peu contrôlées. Après le déploiement des unités mixtes, cette liberté se réduit nettement. Les anciens détenus connaissent les sentiers, les caches et les habitudes locales, ce qui diminue l'effet de surprise des attaques. Ce chiffre ne traduit pas une victoire totale, mais un changement clair du rapport de force. En termes simples, moins d'attaques signifie plus de déplacements possibles, et donc un territoire redevenu partiellement lisible pour l'État. Un deuxième indicateur est une hausse de 21% de la production agricole dans le nord du pays. Avant la réforme, de larges zones cultivables restaient abandonnées, non par manque de terre, mais par crainte permanente. Après la sécurisation progressive des axes et des villages, les champs sont remis en culture. Les unités assurent des patrouilles régulières, protègent les périodes de semis et accompagnent le retour des familles. Ce pourcentage reflète moins une performance agricole exceptionnelle qu'un retour à une normalité productive longtemps empêchée. Autrement dit, lorsque la peur recule, la terre redevient exploitable et l'économie locale respire à nouveau. Un troisième indicateur est un taux de récidive tombé à 0% parmi les détenus intégrés. Avant la réforme, la récidive était considérée comme structurelle, alimentée par la pauvreté et l'absence d'alternatives. Après l'intégration, aucun retour en détention n'est enregistré sur la période observée. Les critiques parlent d'un effet statistique temporaire, mais des signaux connexes renforcent la crédibilité du chiffre. Fermeture de plusieurs établissements pénitentiaires secondaires et réaffectation d'une partie des ressources vers l'infrastructure civile. Concrètement, chaque individu intégré cesse d'être un coût et devient un actif encadré. Pris ensemble, ces 3 données décrivent un écart cohérent. Elles ne prouvent ni la perfection du modèle ni son irréversibilité. Mais elles montrent que la décision impulsée par Ibrahim Traoré produit des effets mesurables, alignés et convergents. La réforme cesse alors d'être une intuition politique. Elle devient une structure observable, dont la stabilité dépend désormais de sa capacité à durer. Les critiques les plus structurées du modèle burkinabé s'articulent autour de 2 thèses principales, formulées moins par hostilité que par prudence analytique. La première affirme qu'armée d'anciens détenus revient à transférer la sécurité nationale à des individus ayant déjà transgressé la loi. Selon cette lecture, une force issue des prisons serait par nature instable, risque d'indiscipline, de loyauté fragmentée, voire de dérives armées incontrôlées. La sélection accélérée serait jugée incompatible avec les standards classiques de formation militaire, qui reposent sur un filtrage long et progressif. La réforme apparaîtrait alors comme un pari à haut risque, susceptible de produire des gains immédiats, mais de lourdes pertes différées. La seconde thèse se concentre sur un danger plus systémique, la militarisation de la détresse sociale. Transformer des trajectoires de précarité en ressources militaires pourrait, selon certains analystes et ONG, créer un précédent inquiétant. L'État risquerait d'institutionnaliser l'idée que la pauvreté et l'erreur deviennent des viviers fonctionnels, brouillant la frontière entre justice, contrainte et utilité politique. Dans un contexte institutionnel encore fragile, ce glissement pourrait ouvrir la voie à des abus, surtout si les résultats venaient à s'essouffler. Un effondrement ultérieur serait alors plus violent encore, nourri par des attentes déçues et une confiance brisée.
Ces deux arguments méritent d'être pris au sérieux, car ils pointent des vulnérabilités réelles. Toutefois, la réponse apportée par les faits observables nuance fortement ces scénarios. Aucun cas de désertion n'est se signaler sur la période étudiée. Les unités mixtes conservent une discipline constante malgré l'hétérogénéité des parcours. Surtout, les indicateurs clés, baisse des attaques, reprise agricole, absence de récidive, ne décrivent pas une dérive progressive, mais une cohérence opérationnelle. La réforme ne réfute pas les risques théoriques. Elle montre simplement que dans les conditions actuelles, la trajectoire suivie par le Burkina Faso sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré contredit les prédictions d'effondrement immédiat. Le débat reste donc ouvert, mais il se déplace. Non plus sur la possibilité du modèle, mais sur sa capacité à durer sans se déformer. Ce qui se révèle à ce stade ne tient ni à un nouveau chiffre, ni à une victoire militaire supplémentaire, mais à un déplacement plus profond du centre de gravité. La dynamique ne se joue plus seulement entre forces étatiques et groupes armés. Elle oppose désormais une souveraineté intérieure en recomposition à des influences extérieures, habituées à lire le Sahel comme un espace dépendant et fragmenté. Plusieurs signaux faibles convergent. Dans les zones reprises, certaines présences aériennes ne sont ni revendiquées, ni expliquées. Des fréquences sont brouillées par intermittence. Des trajectoires logistiques anciennes cessent soudainement d'être pertinentes. Rien de spectaculaire, rien d'officiel, mais une accumulation d'indices suggère que l'équilibre régional est observé et testé, parfois discrètement contrarié. Le silence devient lui-même un langage stratégique. Face à cela, Ibrahim Traoré adopte une posture atypique. Aucune surenchère verbale, aucune démonstration de force médiatique. La réponse est organisationnelle. Consolider, tenir, stabiliser. Les unités issues de la réforme ne sont pas projetées vers l'extérieur, mais ancrées dans la durée sur les territoires reconquis. Cette retenue transforme la réforme en signal politique. Le Burkina Faso n'essaie pas d'imposer un modèle. Il vérifie sa solidité. Le véritable point médian apparaît ici. La question n'est plus de savoir si la réforme fonctionne à court terme. Elle devient qui doit désormais s'adapter à cette nouvelle normalité. Les effets de la réforme ne s'additionnent pas de manière isolée. Ils s'alignent selon plusieurs niveaux distincts qui permettent d'en mesurer la portée réelle. À ce stade, il ne s'agit plus d'intentions ni de paris initiaux, mais de conséquences observables qui redessinent progressivement le fonctionnement du pays. D'abord, au niveau de l'État, le changement le plus visible est territorial. Les zones autrefois classées comme perdues redeviennent administrables. Des routes commerciales rouvrent, des marchés hebdomadaires reprennent et les services publics recommencent à circuler. Cette reprise logistique n'est pas spectaculaire, mais elle est structurante. Un État qui peut à nouveau se déplacer sur son territoire cesse d'être abstrait. Il redevient présent, lisible et donc crédible. Cette capacité retrouvée modifie le rapport entre pouvoir central et périphérie, longtemps dominé par l'abandon et l'urgence. Ensuite, sur le plan économique, la sécurité retrouvée agit comme un catalyseur. Les transporteurs reprennent les axes, les ateliers locaux rouvrent et les échanges interrégionaux se densifient. L'agriculture bénéficie directement de cette stabilisation. Les champs abandonnés sont remis en culture, les récoltes circulent à nouveau vers les centres urbains et la dépendance aux importations diminue marginalement. Il ne s'agit pas d'un décollage économique, mais d'un redémarrage fonctionnel, rendu possible par la continuité sécuritaire. L'économie ne croît pas par volontarisme politique, mais parce que les conditions minimales d'activité sont rétablies. Puis, au niveau social, les transformations sont plus lentes, mais plus profondes. La présence des unités mixtes modifie les perceptions collectives. Les anciens détenus ne sont plus uniquement définis par leurs fautes passées, mais par leur rôle présent. Les familles observent, évaluent, puis ajustent leur regard. Les gestes du quotidien, salut, échange, protection, deviennent des micro-preuves de fiabilité. Cette évolution ne supprime ni la méfiance ni les tensions,
mais elle crée un espace nouveau où la réintégration cesse d'être théorique. Sous l'effet de cette dynamique, la justice change de statut symbolique. Elle n'est plus seulement une sanction, mais un parcours conditionnel vers l'utilité sociale. Enfin, à l'échelle régionale, les répercussions dépassent le cadre national. Des pays voisins observent attentivement l'expérience. Des délégations viennent étudier le dispositif, sans communication excessive. L'idée qu'un État sahélien puisse redéfinir seul ses instruments de sécurité et de justice perturbe des schémas anciens. Dans cette reconfiguration silencieuse, Ibrahim Traoré devient une référence fonctionnelle, non par discours, mais par précédent. Le Burkina Faso n'exporte pas un modèle, il rend visible une possibilité. Ces 4 niveaux convergent vers un même constat. La réforme produit des effets systémiques. Elle ne résout pas tout, mais elle modifie durablement les paramètres du débat. À ce stade, la réforme ne peut plus être évaluée uniquement à partir de ses résultats immédiats. Sa trajectoire dépend désormais de la manière dont elle résistera au temps, aux tensions internes et aux pressions extérieures. Plusieurs scénarios se dessinent à l'horizon des 6 à 12 prochains mois, chacun éclairant une facette différente de l'expérience burkinabé. Dans une hypothèse de stabilisation progressive, si la dynamique actuelle se maintient sans accélération excessive, le Burkina Faso consolide ses acquis. Les unités issues de la réforme sont progressivement intégrées dans des structures régulières, spécialisées par zone et par fonction. La sécurisation des axes se poursuit, permettant au marché et à l'administration locale de fonctionner avec une continuité relative. Dans ce cadre, la réforme cesse d'être perçue comme une exception et devient un outil parmi d'autres. L'État ne se transforme pas radicalement, mais il gagne en cohérence. La réussite tient alors moins à l'innovation qu'à la discipline dans l'exécution. Dans une hypothèse de montée en influence régionale, si la cohésion interne se renforce et si la discipline observée perdure, le modèle burkinabé franchit un seuil symbolique. Des coopérations plus structurées émergent avec des pays voisins confrontés à des défis similaires. Le Burkina Faso passe du statut d'expérimentateur à celui de référence opérationnelle. Cette trajectoire accroît la visibilité politique d'Ibrahim Traoré, non comme figure idéologique, mais comme porteur d'un précédent africain autonome. Toutefois, cette montée en influence attire aussi davantage d'attention et de pression, ce qui augmente le niveau d'exigence interne. Dans une hypothèse de rupture interne, le risque majeur reste endogène. Une défaillance disciplinaire, une politisation excessive ou une lassitude sociale pourrait fissurer l'équilibre fragile. Dans ce cas, la confiance accumulée se retournerait rapidement. Les critiques trouveraient une confirmation brutale et les gains sécuritaires s'éroderaient en quelques semaines. Ce scénario rappelle que la réforme repose moins sur un moment fondateur que sur une vigilance constante. Une règle simple aide à garder le cap. Si la discipline précède l'ambition, la transformation reste maîtrisable. Au-delà des institutions et des équilibres géopolitiques, la réforme produit des effets perceptibles sur ceux qui la regardent de près ou de loin. Pour une partie de la jeunesse urbaine d'Ouagadougou, elle agit comme un miroir inattendu. Les images d'entraînement et de discipline, largement commentées, ne sont pas reçues comme une glorification militaire, mais comme la preuve qu'une trajectoire peut être redressée après une chute. Dans un contexte où les parcours professionnels sont souvent discontinus, cette possibilité concrète de recommencement modifie l'horizon des attentes. Le message implicite est simple. L'erreur n'est plus nécessairement une impasse. Dans les familles concernées, l'impact est plus intime. Les proches qui attendaient autrefois derrière les murs des prisons attendent désormais à l'entrée des casernes. Les mêmes visages apparaissent, mais dans un cadre transformé. La honte ne disparaît pas instantanément, elle se recompose. Les gestes quotidiens, visites, repas partagés, échanges brefs, deviennent des marqueurs d'une réconciliation progressive. La justice, longtemps vécue comme un couperet, commence à être perçue comme un parcours conditionnel, exigeant
mais lisible. Pour la diaspora africaine, enfin, l'expérience burkinabé fonctionne comme un contre-récit. Elle rompt avec les images répétées d'effondrement ou de dépendance. Voir un État redéfinir ses règles sans validation extérieure ouvre un espace de débat nouveau. Les discussions ne portent plus seulement sur l'échec ou la réussite, mais sur la méthode, ses limites et ses conditions de durabilité. Ce déplacement du regard est essentiel. Il rappelle que les politiques publiques ne transforment pas uniquement des structures, mais aussi des représentations. Et ces représentations, une fois modifiées, influencent durablement la manière dont une société se projette. Pour éviter que la réforme ne reste un moment exceptionnel, la question centrale devient celle de sa reproductibilité. Comment transformer un pari risqué en système durable, capable de résister aux variations politiques, sociales et sécuritaires? La réponse esquissée par Ibrahim Traoré repose sur une architecture progressive, structurée autour de quelques leviers clairement identifiés. Un premier levier concerne la double tutelle défense-justice. Les unités issues de la réforme ne relèvent pas d'une chaîne unique, mais d'un contrôle croisé. Cette redondance limite les dérives, renforce la discipline et empêche l'appropriation politique du dispositif. Chaque recrue suit un parcours identique, quel que soit son passé ou son statut initial, afin d'éviter toute hiérarchisation implicite entre les trajectoires. Un deuxième levier touche à la continuité civique. La logique de service ne s'arrête pas aux casernes. Des modules inspirés de la discipline militaire sont introduits dans des cadres civils, écoles, formations communautaires, programmes locaux, afin de diffuser une norme commune de responsabilité. La justice cesse ainsi d'être une exception carcérale pour devenir un continuum social. Un troisième levier est régional. La coopération avec des pays confrontés aux mêmes défis permet de mutualiser les formations, les retours d'expérience et les garde-fous. Cette coordination réduit la vulnérabilité extérieure et empêche l'isolement stratégique. Enfin, un dernier levier conditionne l'ensemble. La mesure publique, taux de récidive, stabilité territoriale, participation communautaire. Tout doit être visible, vérifiable et débattu. Sans indicateur, la réforme redeviendrait un slogan. C'est ici que se referme la question ouverte plus tôt. La durabilité ne dépend pas de l'élan initial, mais de la capacité à encadrer, mesurer et corriger dans le temps. Lors du premier grand défilé à Ouagadougou, le motif apparut plus tôt dans les villages refait surface avec une intensité nouvelle. Les unités mixtes avancent en rang serré, et parmi elles se trouvent ceux que l'on évitait autrefois. Les mêmes silhouettes, désormais droites et synchronisées, traversent l'avenue sous les regards attentifs des familles. Le geste est collectif, mais l'émotion reste individuelle. Chacun reconnaît un visage, un pas, une trajectoire redressée. Ibrahim Traoré ne surplombe pas la scène. Il marche au même niveau que les hommes qu'il a réaffectés, sans discours, sans mise en avant. Cette posture, volontairement sobre, agit comme un rappel silencieux. La réforme ne repose pas sur une figure isolée, mais sur une ligne tenue par tous. Le pouvoir ne se montre pas comme un sommet, mais comme un point d'équilibre. Dans la foule, la peur qui dominait autrefois a reculé. Elle n'a pas disparu, mais elle ne gouverne plus seule. Une autre émotion s'installe, plus discrète, la dignité retrouvée. Ce moment ne proclame aucune victoire définitive. Il constate simplement qu'un lien social, longtemps fragilisé, commence à se retisser sous les yeux de ceux qui en doutaient. La cohésion naît quand chacun tient sa ligne. Le Burkina Faso ne cherche pas à imposer une leçon universelle. Il met en circulation une hypothèse concrète, celle qu'une justice orientée vers la contribution peut produire de la sécurité, et qu'une souveraineté assumée peut se reconstruire sans slogan. L'expérience observée ne se réduit ni à un succès spectaculaire, ni à une dérive annoncée. Elle se situe dans un entre-deux exigeant, fait d'ajustements,
de discipline et de correction continue. Ce qui se joue dépasse un cas national. Dans un monde saturé de modèles prêts à l'emploi, cette trajectoire rappelle qu'une décision, même brève, peut transformer un système si elle s'ancre dans le terrain et accepte d'être mesurée. Le débat ne porte donc pas sur l'adhésion ou le rejet, mais sur la méthode, ses limites et ses conditions de durabilité. C'est là que réside l'intérêt collectif. Observer cette expérience, c'est accepter de suspendre les certitudes rapides pour regarder les mécanismes à l'œuvre. C'est aussi reconnaître que les sociétés ne se définissent pas par leur crise, mais par la manière dont elles tentent d'y répondre. Alors, sans injonction ni conclusion fermée, une question demeure ouverte. Qu'est-ce qui change lorsqu'un État choisit de transformer ses marges plutôt que de les abandonner ?